nous abordons l'histoire de l'Amérique latine du XVIe au XXe siècle, enfin jusqu'à nos jours. Le terme Amérique latine est un terme qui date des environs de 1865. Et lorsque cette expression a été utilisée, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce n'était pas sans arrière-pensée politique, ce sont les Français qui ont inventé ce terme, donc à l'époque de Napoléon III. La notion d'Amérique latine, à cette époque-là, a été inventée pour s'opposer à la notion d'Amérique anglo-saxonne. Autrement dit, il y avait deux Amériques, l'Amérique anglo-saxonne et d'autre part l'Amérique latine. Mais entendons bien, l'Amérique anglo-saxonne, ce n'est pas toute l'Amérique du Nord, et l'Amérique latine, ce n'est pas seulement l'Amérique du Sud, parce qu'on fait souvent la confusion. Alors je vous montre ça sur la carte, pour que ce soit tout à fait clair. C'est une carte qui concerne l'époque des grands découvertes. Alors, l'Amérique anglo-saxonne, en fait, elle part du Rio Grande qui se trouve ici. Donc, l'Amérique anglo-saxonne, c'est toute cette partie-ci, qui comprend d'une part, maintenant, aujourd'hui, au XVIe siècle, les États-Unis et d'autre part le Canada. Nous savons que le Canada lui-même n'est pas 100% anglo-saxon, puisque vous avez toute la région du Québec qui est francophone. Bon. Alors, vous savez aussi, par vos cours de géographie, que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. On voit bien. L'Amérique du Nord, elle s'arrête pratiquement ici. Ça va? Et comprend donc le Mexique, toute cette partie-ci. L'Amérique latine comprend donc non seulement le Mexique où on parle espagnol, l'Amérique centrale, c'est toute cette partie-ci, et enfin l'Amérique du Sud. Mais vous savez que dans l'Amérique du Sud, il y a quelques territoires, il y en a deux au moins, où l'on ne parle pas des langues latines. C'est au nord du Brésil, ici en Guyane. Il y a le Suriname, qui est une ancienne colonie hollandaise, et il y a d'autre part la Guyane anglaise. Guyane, capitale d'Georgetown. Tandis que la capitale de la Guyane hollandaise, Suriname, c'est Paramaribo. Ça va? Alors, n'oubliez pas également que l'Amérique latine comprend également la plus grande partie des Antilles. Les grandes Antilles ici et les petites Antilles ici. Les grandes Antilles sont en grande partie latines, puisque ça comprend d'une part un pays francophone, dont on parle créole, dont on parle beaucoup, c'est Haïti. Vous avez évidemment, donc, je vous montre ça sur la carte ici. Donc, Haïti se trouve ici. Vous avez Saint-Domingue, vous avez Porto Rico, qui est un État associé des États-Unis. Cuba, bien entendu, est une région où on parle espagnol. Dans les petites Antilles, alors là, dans ce petit chapelet d'îles qui forme une sorte de C à l'envers, ici, vous avez des îles où l'on parle anglais, d'autres qui sont même d'anciens condominiums avec les Hollandais, et puis vous avez au moins deux îles où l'on parle français, qui sont deux départements français, enfin un département français, non, il y en a même deux, la Guadeloupe et la Martinique. Ça va? Bon. Tout le reste du continent, enfin, je descends sur le reste, entendons bien, tout ceci fait bien entendu partie de l'Amérique latine, à part les deux territoires que j'ai cités tout à l'heure, ex-colonie anglaise et ex-colonie hollandaise. Il y a deux parties, je dirais deux langues qui dominent dans l'Amérique latine. Il y a d'une part l'espagnol qui couvre les deux tiers de l'Amérique latine, et il y a d'autre part toute cette région-ci, que le Brésil, qui est, tout ceci, qui est lusophone, c'est-à-dire où l'on parle portugais. Un portugais d'Amérique, bien entendu, donc le brésilien qui est plus chantant, qui tient plus, je dirais, au niveau de l'accent, qui se rapproche, je dirais, un petit peu de l'italien, parce qu'il est chantant. Je dis bien parce qu'il est chantant, c'est pas l'accent italien, mais parce qu'il est chantant, alors que vous savez que le portugais est quand même beaucoup plus rude, beaucoup plus nasal. Voilà.
Alors nous, on ne fait pas toujours la différence, évidemment, entre les différents accents d'Amérique du Sud. Hein. Nous, on ne voit pas vraiment la différence entre un Péruvien, un Colombien ou un Argentin, mais eux font la différence sur place. De la même manière que nous, on entend la différence quand il s'agit d'un Suisse ou quand il s'agit d'un Canadien. Ça va, nous le savons. Hein? Pas d'accord, Sandrine? Oui, hein, quand on entend un Canadien, ça s'entend quand même tout de suite. Hein? Et un Suisse aussi. Donc voilà, et les Français, ils reconnaissent tout de suite quand c'est un Wallon ou un Bruxellois. Hein? Sauf qu'eux, ils disent il y a l'accent belge, ils ne veulent rien dire du tout, parce qu'on sait bien qu'on a l'accent bruxellois ou l'accent wallon. Hein? Mais pour les Français, ils reconnaissent vraiment que nous ne sommes pas des Français de France, quoi. Nous sommes francophones. Voilà. Donc ça, c'était pour resituer dans l'espace, je dirais, les différentes langues, et aussi pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est que l'Amérique latine. Donc vous avez retenu, l'Amérique latine n'est pas synonyme d'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud plus l'Amérique centrale qui comprend donc les Antilles, plus le Mexique, qui fait partie de l'Amérique du Nord. Hein, géographiquement, c'est tout à fait clair que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Bon. Alors, maintenant, quelques grandes caractéristiques qui distinguent l'Amérique latine dans son histoire de l'Amérique anglo-saxonne. Alors, tout d'abord, la colonisation ne s'est pas faite du tout de la même manière. Pourquoi? Et plutôt comment? Quand vous pensez qu'à la fin du XVIIIe siècle, la colonisation de l'Amérique du Nord, partie anglo-saxonne, ne couvre qu'un territoire qui ne va pas au-delà de 200 km à l'intérieur des terres. Quand vous imaginez, quand les États-Unis se forment à partir de 1773, eh bien en fait c'est seulement cette région-ci qui est colonisée. Cette région-ci. Alors évidemment, il y a des régions également quand même, mais c'est seulement cette région-ci. Tandis qu'à la fin du XVIIIe siècle, toute l'Amérique du Sud est tout à fait colonisée. Ça fait quand même une grande différence. Sauf évidemment à l'intérieur de l'Amazonie, là ce sont des territoires immenses, hein, où l'être humain, à part quelques petites tribus, n'avait pas colonisé au sens physique du terme, hein, parce que c'est un espace immense. Mais donc, quand vous pensez que la colonisation européenne ne couvre que ceci à la fin du XVIIIe siècle en Amérique du Nord, tandis que tout le reste a été colonisé. Quand vous pensez que dans la première moitié du XVIe siècle, ceux que l'on appelle les conquistadors, qui sont ces conquérants qui viennent d'Espagne ou du Portugal, ont sillonné la plus grande partie, je dirais les 3/4 de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et du Mexique déjà à cette époque-là. Donc un travail considérable. Imaginez une époque où il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture. Qu'en moins de 50 ans, presque toute l'Amérique latine a été sillonnée. Alors ça fait déjà une première différence donc, au niveau de la colonisation. La colonisation de ce qui va devenir plus tard le territoire des États-Unis, elle se fait quand? Elle se fait au XIXe siècle. Les fameuses luttes contre les Indiens, les Far West, le Far West, les Westerns, vous connaissez, ça se passe au XIXe siècle. Hein, les luttes contre les Indiens. Il faut attendre seulement la deuxième moitié du XIXe siècle pour que toute cette partie ici soit conquise. C'est seulement en 1848 hein, que toute la partie septentrionale, c'est-à-dire la moitié nord du Mexique, soit annexée par les États-Unis à la suite d'une guerre en 1848. Donc je veux dire, la Californie, l'Arizona, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Nevada, etc. D'ailleurs, tous ces noms, des consonances espagnoles. Hein. Vous savez bien, hein, vous allez en Californie, Los Angeles, on dit les anges. Hein. Vous avez San Francisco, c'est-à-dire un nom espagnol qui veut dire Saint-François. Hein. Dans le Nevada, vous avez Las Vegas, c'est un nom espagnol, c'est pas d'accord. Donc il y a plein de noms hein, qui se trouvent dans la partie centre et sud des États-Unis qui portent des noms espagnols. Et donc tout cela a été annexé à la suite d'une guerre avec le Mexique. Donc c'est très tardivement que les États-Unis se sont formés
très tardivement. Quant à la Floride, qui se trouve ici, elle a été achetée à l'Espagne donc il y a 200 ans, parce que l'Espagne n'avait plus de sous à ce moment-là, et elle a accepté de vendre donc un pays où il y avait beaucoup de belles fleurs. C'est pour ça que ça s'appelle la Floride, ça veut dire le pays fleuri, tout simplement, la Floride. Voilà. Quant à la partie centrale ici, la région du Mississippi, Missouri, donc toute cette région-ci, une région immense, eh bien, ça a été acheté à la France en 1803 au premier consul Bonaparte. Parce qu'il ne pouvait pas faire en même temps la guerre en Europe. Donc il a vendu la Louisiane. Louisiane qui vient du mot Louis, Louis XIV. Hein, c'est en l'honneur de Louis XIV que ça s'appelait la Louisiane. Alors vous voyez qu'il y a donc déjà une grande différence à ce niveau-là, hein, auquel on ne pense pas toujours, à laquelle on ne pense pas toujours. Alors, ce que je dois vous dire également, c'est que lorsque les Espagnols arrivent en Amérique latine, ce qu'on va appeler plus tard l'Amérique latine, ils vont en fait transférer tout leur système institutionnel dans les colonies. Souvenez-vous comment l'Espagne s'est constituée. L'Espagne, en fait, avait été conquise au 8e siècle de notre ère, environ de 720, par les musulmans, qui avaient donc conquis le royaume visigothique. La plus grande partie de la péninsule ibérique a été conquise par les musulmans, et c'était dans les petits royaumes du nord, c'est tout à fait dans le nord, que se sont constitués 4 ou 5 petits royaumes chrétiens, vraiment à la limite du golfe de Gascogne et le long des Pyrénées. Donc l'Espagne chrétienne, c'est seulement ceci. Tout ceci au Moyen-Âge, enfin jusqu'au Xe siècle, XIe siècle en tout cas, c'est musulman. Et c'est progressivement que ces petits royaumes chrétiens vont faire la reconquista, c'est-à-dire la reconquête sur les musulmans. Le royaume de Léon, les Asturies, le royaume de Castille, l'Aragon. Et progressivement, l'Espagne, la péninsule ibérique, va être reconquise sur les morts, et c'est seulement en 1492 que le royaume de Grenade tombe entre les mains des rois très catholiques, à savoir Ferdinand V d'Aragon et d'autre part Isabelle II de Castille. Voilà. Et c'est justement en 1492 que Isabelle de Castille va donner son accord au fameux Christophe Colomb pour pouvoir lever ces 3 navires, les 3 caravelles, la Santa Maria, la Niña et la Pinta, qui vont partir de Palos et qui vont donc partir donc, dans cette direction-ci, vous voyez, 1492, et aboutir donc le 12 octobre 1492, donc ici aux Bahamas, à l'île de Guanahani. Voilà. Mais les Espagnols, pendant plusieurs siècles, au moins 4 siècles et demi, vont, un petit peu comme les Américains au XIXe siècle, avoir devant eux constamment l'obsession de la frontière. Il faut reculer. Aux États-Unis, c'est bien connu, c'est ce qu'on appelle le Far West. La frontière va constamment reculer vers l'ouest, vers l'océan Pacifique, vers la Californie, vers l'Oregon, etc. Eh bien, les Espagnols, eux, la frontière, elle va se déplacer pendant 4 siècles vers le sud, puisqu'il y a des conquêtes constantes sur les musulmans. Et chaque fois que les Espagnols conquièrent des territoires sur les musulmans, ils doivent importer les institutions de leur principauté originale, initiale, ils doivent peupler ces populations et surtout convertir.
parce que la plupart des chrétiens de l'Espagne visigothique, beaucoup de ces chrétiens avaient dû se convertir à l'islam depuis le 8e siècle. Et donc, il faut les reconvertir au christianisme. Eh bien, ce modèle, à la fois institutionnel, démographique et religieux, va pouvoir leur servir dans leur conquête des Amériques, parce qu'ils vont faire la même chose. Ils vont transplanter leur habitude, plutôt, leur capacité d'adaptation à transplanter des institutions dans d'autres territoires, ce qu'ils ont fait en Espagne, eh bien, ils vont pouvoir le faire dans l'empire des Aztèques, dans l'empire des Incas. Ils vont aussi peupler les Amériques, mais entendons-nous bien, au XVIe siècle, il y a peut-être 100 000 Espagnols qui émigrent en Amérique, donc ce n'est pas un chiffre énorme malgré tout. Ils vont devoir convertir ces Indiens de la même manière qu'il avait fallu reconvertir ces Espagnols qui avaient été islamisés pendant plusieurs siècles dans la péninsule ibérique. Ça va? Alors, maintenant, comment ça va se passer sur le plan institutionnel tout d'abord? Sur le plan institutionnel, dans un premier temps, les conquistadors ont tous les pouvoirs. Ils les prennent d'ailleurs et ils se les font reconnaître par la couronne espagnole. Ou les couronnes espagnoles, parce que vous savez que l'Espagne est unifiée, je dirais, sous l'autorité de même souverain, mais dans les faits, il y a plusieurs royaumes en Espagne. Ça va? Je vous ai parlé tout d'abord tout à l'heure de Isabelle de Castille. Oui, Isabelle de Castille, elle est mariée à Ferdinand d'Aragon, oui, mais ce sont deux royaumes quand même séparés. Ce n'est pas le royaume d'Espagne, on dit le royaume des Espagnes. Et donc il y a quand même des institutions différentes en Aragon, en Castille, en Léon, en Catalogne, etc. à cette époque-là. Alors donc, ces conquistadors qui s'attribuent des territoires immenses, et le roi, dans un premier temps, il ne peut pas faire autrement, je dirais, se retrouvent donc à la tête de territoires sur lesquels ils exercent une autorité militaire, politique et économique. Officiellement, toutes les terres découvertes appartiennent au roi d'Espagne. Je parle de l'Espagne pour l'instant, je parlerai du Portugal tout à l'heure. Ça va? Alors, très rapidement, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, le roi d'Espagne reprend la main et des institutions se mettent en place, ou plutôt se renforcent, parce qu'elles sont en place très rapidement au début du XVIe siècle, mais se renforcent dans le cadre de l'absolutisme centralisateur de la couronne d'Espagne. Car vous n'oubliez peut-être quand même pas, c'est que l'absolutisme de droit divin n'est pas une invention de la France, je dirais, c'est plutôt une invention espagnole. S'il y a bien un pays où la centralisation et l'absolutisme ont été véritablement réalisés, eh bien, c'est dans l'Espagne de Philippe II, qui a servi de modèle d'ailleurs à la monarchie de Louis XIV. N'oubliez pas que Louis XIV est un descendant des rois d'Espagne aussi. Hein. La mère Louis XIV est une Espagnole. Alors, quelles sont ces deux institutions centrales qui permettent
à la couronne espagnole de dominer l'Amérique. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le Conseil des Indes, qui siège à Madrid. C'est une sorte de gouvernement parallèle sur l'autorité l'autorité qui domine ce Conseil des Indes, c'est le roi d'Espagne. Et tout est centralisé au niveau des décisions pour l'Amérique latine à Madrid. À côté de cet organe politique, vous avez, qui sert également de haute cour de justice d'ailleurs pour les Indes, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs, comme ce sera le cas à partir de la Révolution française, ou déjà à partir de la Grande Révolution britannique en 1689. À côté donc de ce pouvoir politique, il y a également une institution très importante qui s'appelle la Casa de la Contratación. Voilà, je l'écris au tableau. Non, de Contratación. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une institution qui est chargée de contrôler le trafic maritime entre la métropole et ses colonies, donc entre l'Espagne et l'Amérique latine. Cette institution, cet organisme se situe à Séville. Alors Séville, c'est l'avant-port du Guadalquivir. Non, excusez-moi, non, pas du tout. C'est plutôt Non, Séville se trouve au fond de l'estuaire du Guadalquivir. Ce qui sert d'avant-port, je dirais, un peu plus au sud, c'est plutôt Cadix. Je vais essayer de voir ça sur la carte, si ça se voit. Oui, enfin, de toute façon, ça ne se voit pas, parce qu'ici, on ne voit pas l'os, mais ça se situe ici. Donc, Cadix se trouve, est un port de mer. Ici, vous avez le Guadalquivir, et vous avez donc, au fond de l'estuaire du Guadalquivir, vous avez Séville. Ça va? Et c'est à Séville que se trouve centralisée cette administration. Elle sera présente jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, même jusqu'en 1778, cette institution aura son siège à Cadix. La grande période, je dirais, des colonies sera terminée à ce moment-là. Et à partir de 1778, le roi Charles III de Bourbon, le fils de Philippe V, qui est le premier roi Bourbon, qui est le petit-fils de Louis XIV, qui a reçu en héritage du roi Habsbourg, roi d'Espagne Charles II en 1700 cet héritage, puisque Charles II, qui meurt en 1700, avait laissé dans son testament, avait écrit que c'était le petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, qui va s'appeler Philippe V d'Espagne, qui était amené à lui succéder, et c'est donc son fils, Charles III, qui en 1778 va casser le monopole des relations entre la métropole et les colonies, ce monopole qui était réservé à Cadix, qui avait succédé à Séville. Et à partir de ce moment-là, tous les ports espagnols pourront commercer avec l'Amérique latine. Donc dans le cadre d'un libre-échange national.
institutions que je vous ai citées, d'une part le Conseil des Indes et d'autre part la Casa de Contratación, vous avez des institutions, je dirais, qu'on pourrait appeler intermédiaires avant d'arriver au niveau local dans les colonies. Alors, quelles sont ces institutions intermédiaires qui couvrent des territoires immenses? Ce sont les vice-royautés. Ce sont les vice-royautés. Il y a tout d'abord la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, qui correspond au Mexique, en gros, c'est-à-dire, en gros, cette vice-royauté succède à l'Empire aztèque. Elle a évidemment pour capitale Mexico, évidemment. Ensuite, vous avez une autre vice-royauté très importante, qui est la vice-royauté du Pérou, qui a pour capitale Lima, qui est une ville nouvelle d'ailleurs, fondée par les Espagnols, ce qui n'est pas le cas de Mexico, puisque Mexico, c'était la capitale des Aztèques, hein, c'était Teotihuacan. Eh bien, la vice-royauté du Pérou, elle est évidemment beaucoup plus grande que le Pérou actuel, puisqu'elle comprend l'Équateur, elle comprend la Bolivie, le Pérou bien sûr, et le nord du Chili. Donc elle est assez vaste, cette vice-royauté. Plus tard, au XVIIe et au XVIIIe siècle, deux autres vice-royautés vont être fondées également. Il y a la vice-royauté de la terre ferme, on appelle aussi de la Nouvelle-Grenade, qui comprend le Venezuela, la Colombie, Panama. Et alors, encore une dernière vice-royauté, au XVIIIe siècle, celle-là, c'est la vice-royauté de la Plata. Alors, la vice-royauté de la Plata, ça correspond en gros à l'Argentine et à l'Uruguay et au Paraguay. Ce sont les quatre vice-royautés. Donc, je répète. Vice-royauté du Nouveau-Mexique, vice-royauté du Pérou, vice-royauté de la terre ferme ou de la Nouvelle-Grenade, et enfin, vice-royauté de la Plata. Vous savez certainement, d'ailleurs vous pouvez déduire rapidement, que le pays qui s'appelle la Colombie s'appelle comme ça en l'honneur de Christophe Colomb, bien sûr, qui n'a pas donné son nom au continent parce qu'il n'a jamais reconnu que c'était un continent. Donc c'est un Italien qui s'appelait Amerigo Vespucci qui a donné son prénom pour identifier le continent. Venezuela, ça veut dire en espagnol la petite Venise. Hein. Et donc, bon, il y a d'autres pays, par exemple la Bolivie, ben, dire son nom de Bolivar, qui est un grand conquistador, enfin un grand libérateur, un libérateur de l'Amérique du Sud au XIXe siècle. Voilà. Alors, l'Amérique latine, je vous ai dit, est organisée dans le cadre de l'Empire hispanique en 4 vice-royautés. Il y a également des capitaineries générales pour les territoires qui sont un petit peu annexes, qui sont associés aux vice-royautés, par exemple comme Cuba. Ce sont donc des capitaineries générales. Alors un capitaine général dépend officiellement d'un vice-roi, mais c'est un territoire qui a un statut un petit peu particulier. Alors à côté des vice-rois, vous avez un organe sur le plan judiciaire et administratif qui s'appelle l'audiencia. L'audience, si vous voulez. Qui sert de tribunal. Sur le plan local, vous avez des villages dans la campagne ou dans les villes, des municipalités urbaines qui, au XVIe siècle, vont connaître leur âge d'or, si je puis dire, parce que l'autonomie locale est très forte. Sur le plan fiscal, l'Espagne va importer
un système très lourd qui était le sien dans la métropole, un système très lourd d'impôts. En effet, il faut savoir que sur le plan métallique, pour les mines, le roi d'Espagne se réserve d'office le quinto, c'est-à-dire la 5e partie de tout ce qui est produit. Alors que ces mines d'or sont affermées à des particuliers. Vous imaginez, donc 20% de la production va directement dans les caisses du roi, de l'État. C'est énorme, hein? En impôts. Alors, la recherche de métaux précieux a été une des causes des grandes découvertes. Souvenez-vous de ce que vous avez appris dans l'enseignement secondaire. La recherche d'or et d'argent suite à cette famine, à cette pénurie de métaux précieux en Europe occidentale à la fin du XVe siècle, qui limitait les échanges et ne permettait plus au grand commerce de pouvoir se faire. Alors, où trouve-t-on ces métaux précieux? On en trouvait au Mexique, on en trouve également en Bolivie, on va en trouver également plus tard au Brésil. Les 50 premières années, c'est-à-dire la première moitié du XVIe siècle. Pendant la première moitié du XVIe siècle, les conquistadors sont obsédés par la recherche de l'or. Mais très rapidement, tout ce qu'il y avait comme or ayant pu être raflé, c'est-à-dire tous les trésors qu'on a pu trouver, très rapidement, on a dû s'orienter vers la recherche de l'argent. Alors où trouve-t-on l'argent? Il y a des mines argentifères au Mexique, et alors on en trouve surtout sur les hauts plateaux de Bolivie, dans la région du Potosí, P-O-T-O-S-I, en Bolivie. Alors là, les gens qui travaillent dans le Potosí, ce sont des Indiens, qui travaillent dans des conditions extrêmement dures. Et d'ailleurs, juste avant qu'ils ne partent travailler dans ces mines, on récitait l'Office des morts. Évidemment, pas très joyeux, mais qui montrait que la proportion de ceux qui survivaient à ce travail dans ces mines argentifères était peu nombreux. Alors c'est grâce à un procédé d'amalgame avec du mercure qu'on a pu parvenir à sortir cet argent justement des mines du Potosí. Il faut connaître l'histoire de ces mines d'Amérique latine. Je vous ai dit que le cycle de l'or se termine vers 1550. Entre 1550 et grosso modo 1640, c'est la période où l'on va, comment dirais-je, exploiter au maximum ces mines, entre autres de Bolivie. Ça va? Alors, à partir de 1670 jusqu'à 1730, on va rentrer dans un cycle d'argent, mais cette fois au Brésil. Et je n'ai pas encore l'occasion de vous parler des colonies portugaises en Amérique latine, de la grande colonie portugaise qu'est le Brésil. Donc ça va être beaucoup d'argent provenant donc du Brésil va arriver en Europe à cette période-là. Alors c'est peut-être l'occasion justement de vous parler un petit peu des
la situation du Brésil, puisque je ne vous ai parlé que de l'Espagne jusqu'à présent. Les Portugais se sont lancés dans les grandes découvertes dès le début du XVe siècle. Si vous avez été à Lisbonne, vous connaissez peut-être ce grand monument qui a été construit à l'époque du dictateur Salazar, pas loin de la tour de Belém, où l'on voit Henri Navigateur indiquant la voie à suivre vers la mer, en utilisant le Tage pour désenclaver le Portugal. Enfin, désenclavé, ceci dit, c'est un pays qui a toujours été tourné vers la mer, mais par rapport à la péninsule ibérique, je veux dire, et essayer de trouver une voie par le sud et l'est pour atteindre le pays des épices, c'est-à-dire les Indes. Il va falloir près d'un siècle aux Portugais pour trouver cette route des Indes, parce qu'ils vont faire très très lentement. Regardez ici la carte. Ceci est le chemin, mais on aurait mieux fait. Ouais, enfin, ceci c'est la route de Vasco de Gama et de Magellan. Mais en fait, les Portugais ont suivi la côte africaine, mais ils faisaient de courts trajets, et puis c'est seulement lors d'un voyage suivant qu'ils allaient un petit peu plus loin. Puis chaque fois, ils allaient un petit peu plus loin, parce qu'il fallait répertorier ça sur des cartes qu'on appelle les portugans à l'époque. Et puis, comme grandes étapes, il y a évidemment la découverte de l'embouchure du Congo. Puis il va y avoir, avec Diego Cam, puis il va y avoir la découverte du cap de Bonne-Espérance, avec Bartolomé Diaz, et puis c'est seulement en 1498 que Vasco de Gama atteint Calicut, dans le sud de l'Inde. Donc ça a pris presque un siècle. Mais les Portugais, regardez le chemin, ils ont dû suivre. Ils vont d'ailleurs poursuivre en Indonésie et le long des côtes asiatiques par la suite. Les Portugais vont passer par le détroit de Malacca, ils vont occuper plusieurs îles donc, de l'Indonésie. Un siècle et demi plus tard, ils seront complètement délogés par les Hollandais, qui vont en faire une grande colonie néerlandaise jusqu'en 1949, date de l'indépendance de l'Indonésie. Et les Portugais vont poursuivre jusqu'à Macao, et même, ils vont essayer, mais sauf que là, ils ne vont pas pouvoir s'implanter au Japon. Mais Macao, comme vous le savez peut-être, jusqu'à une quinzaine d'années, était encore portugaise. C'est seulement depuis une quinzaine d'années que Macao est redevenue chinoise. C'était une colonie portugaise. Voilà. Les Portugais possédaient également une colonie jusqu'il y a 35 ans, ici, les Timor oriental. Attendez, je ne vois pas bien, ça doit être quelque part ici. Timor oriental, qui était revendiqué par l'Indonésie. Ça va? Depuis lors est devenu un jour. Voilà. Alors, les Portugais, parallèlement, et là c'est à la suite d'un hasard, en 1500, Cabral découvre les côtes du Brésil, que l'on appelle ainsi parce que Brésil, ça signifie le pays, il croyait que c'était une île, c'est pour ça que ça s'appelle Brésil. Il croyait que c'était le pays du bois de braise, d'un bois rouge. C'est pour ça que ça s'appelait Brésil. Mais c'est par hasard, parce qu'il a été détourné par les vents. C'est un Portugais également, mais à la solde du roi d'Espagne, qui va faire pour la première fois le tour du monde, ou plus exactement, c'est son lieutenant qui va faire le tour du monde, c'est Magellan qui lui guide l'expédition. Il fait son tour du monde, mais il est assassiné aux Philippines, et c'est son lieutenant qui s'appelle Del Cano qui arrive finalement dans la péninsule ibérique. Et donc ce voyage s'étend donc de 1519 à 1522.
Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment prouver, on a prouvé concrètement que la Terre est sphérique. Là, c'est sûr à partir de ce moment-là. Il faut attendre 1522 pour dire, voilà, la Terre est vraiment sphérique puisqu'on en a fait le tour complet. Bon. Alors, les Brésiliens ne vont établir que des comptoirs, mais en ce qui concerne le long des côtes qu'ils découvrent, pour faire du commerce avec les indigènes, pour avoir des entrepôts, des escales, si vous voulez, pour leurs navires. Mais il y a un endroit où ils vont s'installer, qui va devenir leur colonie. Je ne parle pas ici de Madère, bien entendu, ou des îles du Cap-Vert, et puis de quelques territoires qui vont servir essentiellement pour l'approvisionnement d'esclaves, comme l'Angola ou le Mozambique. Hein. C'est le Brésil. C'est le Brésil. Alors, les Portugais vont attendre près d'un siècle pour créer une institution qui est semblable au Conseil des Indes, d'ailleurs, et qui s'appelle d'ailleurs le Conseil des Indes en portugais. Et d'ailleurs, ça se fait, sauf faire de ma part, pendant la période où c'était l'Espagne qui dominait le Portugal. Hein, vous savez que le Portugal a été dominé par l'Espagne entre 1580 et 1640, avant que la famille de Bragance n'occupe plutôt le trône jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à l'indépendance, la proclamation de la République, je crois que c'est 1913. Donc, vous avez une institution qui est tout à fait semblable au Conseil des Indes espagnol, qui est le Conseil des Indes occidentales, mais portugais. Il n'y a pas de vice-royauté au Brésil, mais il y a 13 capitaineries, en tout cas à l'origine. Assez curieusement, les institutions portugaises au Brésil sont très semblables aux institutions espagnoles dans le reste d'Amérique latine. Il faut dire que le Portugal lui-même avait dû batailler également contre les musulmans, et donc il avait dû également transférer ses institutions, repeupler et reconvertir des populations pendant le Moyen-Âge. Donc on a un schéma un petit peu semblable sur le plan historique. Alors maintenant, concrètement, comment les gens vivaient dans ces colonies? Alors il y avait plusieurs groupes sociaux. Il y avait tout d'abord, que ce soit pour les Portugais ou pour les Espagnols, il y avait tout d'abord les métropolitains, qui n'étaient pas très nombreux. C'étaient des hauts fonctionnaires qui habitaient dans les colonies et qui exerçaient au nom du pouvoir royal et qui repartaient dans le courant de leur carrière. En dessous des métropolitains, vous avez les créoles. Alors les créoles, ce sont des Espagnols et des Portugais qui se sont installés pour plusieurs générations, même définitivement, pour plusieurs siècles. Autrement dit, ce sont des Portugais brésiliens ou ce sont des Espagnols qui vivent donc en Amérique latine ou dans les Antilles ou au Mexique. Et qui sont considérés pour les métropolitains comme des sujets de seconde zone. Ensuite, vous avez un nombre très important, plutôt plusieurs catégories de métis. Alors les métis, on en trouve de toutes les catégories. Parce que le métissage, il peut se faire entre les Blancs et les Indiens, entre les Blancs et les Noirs, et il peut se faire entre les Indiens et les Noirs. Alors c'est seulement maintenant que je vous parle des Indiens et des Noirs. Hein, je vous ai parlé surtout des Blancs jusqu'à présent. Alors les Indiens, ils étaient là évidemment à l'arrivée des Blancs. Bon, les Indiens, comme vous savez, ce sont des Asiatiques qui sont arrivés il y a plus ou moins 20 000 ans en Amérique du Nord
et qui lentement sont redescendus jusqu'en Patagonie. Et qui ont évidemment une descendance dans toutes les régions où ils passaient. Alors ces Indiens, ils étaient relativement nombreux quand les Espagnols et les Portugais sont arrivés. Alors les estimations les plus hautes pensent qu'ils étaient 70 millions à la fin du XVe siècle. D'autres estimations pensent qu'il faudrait aller entre 20 et 30 millions. Donc moi, je vous donne des fourchettes. Évidemment, pensez bien qu'il n'y a pas de recensement pour cette période-là. De recensement précis. À la fin du XVIe siècle, et ça les chiffres sont plus sûrs, ils ne sont plus que 10 millions. Alors vous allez me dire, mais comment tout ça s'est passé? Comment a-t-on pu passer de 70 millions, ou même, 50 millions? Parce que je vous dis qu'il y a des fourchettes qui varient. Moi, quand je vous dis 70 millions, je fais référence aux estimations les plus fortes que Pierre Chaunu a pu évoquer dans les années 60, 70. Et comment a-t-on pu, la démographie, la population a-t-elle pu chuter à ce point-là? Il y a plusieurs explications qui ont été avancées. La première explication est bien sûr d'ordre physiologique. C'est l'unification microbienne du monde à cette époque-là. On parle de mondialisation maintenant, ok, mais il y a d'abord eu la mondialisation des microbes. Ils sont les premiers à avoir mondialisé. Parce qu'il n'y avait pas tous les microbes et tous les virus partout. Comme vous savez. Et donc c'est au XVIe siècle que les Espagnols vont venir avec la grippe et avec la syphilis. Ça va provoquer des hécatombes énormes. D'autant plus que quand ces conquistadors arrivent en Amérique, ils arrivent sans leurs femmes. Et donc, la plupart de ces Espagnols et ces Portugais vont avoir des compagnes indiennes. C'est comme ça que le métissage va être important. Alors, autre explication avancée, entre autres par Nathan Bachtel, dont je vais vous montrer un ouvrage tout à l'heure, qui s'appelle La vision des vaincus, où il explique que la démoralisation a été très très importante parmi les Indiens qui ont vu se substituer en quelques dizaines d'années à leur Dieu, auquel ils croyaient depuis toujours, une nouvelle religion, celle du Christ. Et donc c'est un véritable effondrement de la civilisation andine qui se produit aux yeux de Nathan Bachtel à ce moment-là. Vous imaginez, vous avez les maladies qui arrivent, vous avez des étrangers qu'on n'avait jamais vus, qui sont beaucoup plus puissants, parce qu'ils ont des chevaux. On ignorait les chevaux en Amérique. Il n'y avait pas de chevaux en Amérique. Hein, ça nous paraît étonnant, parce que quand on pense à l'Amérique du Nord, on pense les plaines avec des Indiens partout, qui sont sur des chevaux. Mais ces chevaux, quand c'est bien, qui vont peupler l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ils ont proliféré parce qu'ils ont trouvé un milieu qui leur permettait de proliférer et de s'adapter. C'était un milieu idéal pour eux. Alors, les Indiens ne connaissaient pas non plus le canon, ils ne connaissaient pas la roue. Par contre, c'était des métallurgistes du cuivre, de l'or, de l'argent, mais pas du fer. Ils ne connaissaient pas le fer. Cassandra, s'il te plaît. Voilà. Alors, outre cela, donc, ou plutôt en liaison avec ça, donc, voyez qu'il y a toute une civilisation qui s'effondre sur le plan démographique, via les problèmes médicaux que je viens de définir, sur le plan économique, sur le plan culturel,
et cela est remplacé, je dirais, très très rapidement par ceux qui sont vécus comme des barbares et qui viennent de l'extérieur. Alors, je vous ai parlé des Indiens, maintenant il s'agit de parler un petit peu des Noirs. Alors les Noirs, eux, vont devoir être importés parce que la main-d'œuvre indienne ne résiste pas au mauvais traitement et puis est décimée par les maladies que j'ai énoncées tout à l'heure. On va donc chercher des esclaves noirs sur la côte, sur les côtes de l'Afrique occidentale, ici, principalement. Il y a la côte des esclaves. Le Nigeria on va chercher en masse des esclaves ici. On en cherche également ici, en Angola, dans la région du Congo. Donc, ces esclaves vont être envoyés, chargés sur des navires et envoyés vers les Antilles, il y en a quelques-uns également du côté de la Colombie, etc., et alors en grande masse vers le Brésil. Mais donc, c'est ce qui explique que vous avez des populations noires à l'heure actuelle, aussi bien aux États-Unis, parce qu'on les a utilisées dans les plantations qui se trouvent ici, les plantations du sud des États-Unis, vous vous souvenez de la guerre de sécession, 1861-1865, du président Lincoln, et donc, on trouve beaucoup de Noirs très loin, je crois que pour l'instant ils sont 20 millions, je crois, aux États-Unis. Alors, dans les Antilles, je dirais, on ne trouve presque que des Noirs, pensez à Haïti, il n'y a que des Noirs. Il n'y a plus un seul Indien, c'était des îles peuplées par des Indiens. Il n'y a plus un seul Indien à Haïti, à Saint-Domingue, il n'y a plus que des Noirs. Quand vous pensez également à Cuba, il y a beaucoup de Noirs aussi. Alors vous en avez sporadiquement également, je vous dis, en Colombie, au Venezuela, mais alors vous en avez beaucoup au Brésil. Et quand je dis les Noirs, oui, les Noirs, mais il y a aussi beaucoup de métis. Vous vous souvenez, c'était le point de départ de mon raisonnement. Donc, tous ces esclaves arrivent, ils vont travailler où? Ils vont travailler dans les plantations de canne à sucre, dans les plantations de café, dans les plantations de tabac, de cacao. Alors, ils arrivaient en Amérique dans des conditions tout à fait épouvantables. Le voyage durait plusieurs mois. Ils étaient entassés comme des sardines dans les différents niveaux de la cale des navires. Il y avait parfois 5 ou 6 niveaux, étages, si vous voulez, avec chaque fois, allez, peut-être 1 mètre, plus ou moins 1 mètre pour chacun des niveaux. Ils étaient enchaînés. Les conditions d'hygiène sont affreuses. Pensez les virus, les microbes, le scorbut, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vivent dans leurs déchets constamment, dans l'urine, dans leur sel. Et donc, la proportion de ceux qui arrivent est quand même extrêmement faible. Et si vous êtes parvenu à survivre à ce voyage-là, dans ces conditions-là, c'est vraiment que vous avez quelque chose dans l'estomac. Et puis là, quand ils arrivent en Amérique, ils sont vendus sur des marchés d'esclaves à des propriétaires privés. Alors, ces esclaves noirs, soit ils restent entre eux, soit cela conduit à des métissages. Et c'est ce qui explique que dans certaines régions, comme au Brésil, vous avez des métis blancs indiens, des métis blancs noirs, ce qu'on appelle les mulâtres, et puis vous avez également des métis indiens noirs. C'est le cas d'Henri Salvador, par exemple. C'était le bas de gamme parmi les métis, le mélange indien-noir. Et puis il y avait encore plus bas que les métis, c'était les esclaves noirs eux-mêmes, les Indiens, puis les esclaves noirs eux-mêmes. Vous retenez donc les différentes strates que j'évoquais, au-dessus les métropolitains, les Espagnols ou les Portugais,
qui viennent là pour la durée de leur carrière. En dessous, vous avez les créoles, qui sont des Espagnols ou des Portugais, mais qui font souche dans les colonies. Ensuite, vous avez les métis, avec les 3 catégories que je viens d'évoquer. Puis vous avez les Indiens et enfin les Noirs. Donc, société multiraciale, où l'on marque très souvent la différence entre les catégories, mais c'est seulement à partir du 19e siècle, surtout au 20e siècle, que la discrimination raciale a pu disparaître. Et je dirais que les pays d'Amérique du Sud sont certainement beaucoup moins racistes que les populations blanches, par exemple, de l'Amérique anglo-saxonne, autrement dit, des États-Unis. Donc il y a un racisme aux États-Unis qui est nettement plus fort vis-à-vis du noir et vis-à-vis des Indiens que ce qu'on peut encore trouver comme reste de racisme au Brésil ou dans l'Amérique espagnole. Donc une société qui est plus libérale de ce point de vue-là que chez les anglo-saxons. Bon, nous avons vu donc la stratification sociale en Amérique latine, tant dans les colonies espagnoles que dans les colonies portugaises. Maintenant, il faut savoir un petit peu comment l'économie elle-même fonctionnait. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance des mines, bien entendu, mais enfin, les mines ne résument pas toute l'histoire économique de l'Amérique latine, bien entendu. Je ne vous ai peut-être pas dit où se trouvaient peut-être ces mines d'argent au Brésil. Je vais peut-être vous montrer sur la carte d'ailleurs. Le Potosí, ça se trouve quelque part ici. Les mines du Potosí, attendez, je regarde, ici. Et alors, d'autre part, vous avez dans cette région-ci, évidemment, je ne vois pas très bien, oui, quelque part ici, vous avez les mines générales, où l'on produisait justement le métal précieux. Les mines générales, qu'on appelle aussi, en portugais, c'est le nom d'un État d'ailleurs. Il y a un État brésilien qui porte ce nom-là, qui s'appelle Mine Générale, à l'heure actuelle. C'est l'État de Minas Gerais. Minas Gerais. Alors vous pouvez écrire avec E ou I, je dirais plus les deux. Minas Gerais. Les mines générales. Ça va? Alors, en ce qui concerne l'agriculture, je vous ai parlé des grandes plantations tout à l'heure. Je vous ai parlé des grandes plantations de café, de sucre, de cacao, de tabac, le coton, bien sûr, ce qu'on appelle aussi l'or blanc, le coton. Eh bien, ces grandes plantations sont dirigées par des grands propriétaires fonciers, qui ont des territoires dont vous n'imaginez pas la dimension. Il y a même des territoires, au Brésil qui étaient aussi grands que l'Angleterre, donc appartenaient à un propriétaire foncier. C'est comme en Russie à l'époque des barines, ou en Sibérie, ou en Russie d'Europe, il y avait donc des propriétaires fonciers qui avaient des territoires aussi grands que la Belgique ou que la Wallonie. Vous imaginez, qui appartient à un propriétaire. En tant que propriétaire foncier, je dis bien, ce n'est pas un gouverneur de province, un propriétaire foncier. Alors, ces propriétaires fonciers disposent de territoires, je dis, immenses, mais c'est la terre qui est cultivée, cette terre n'est pas travaillée. Autrement dit, on cultive, mais pas en profondeur. Autrement dit, c'est une terre qui n'est pas engraissée, c'est une terre qui a des rendements très faibles. Et ces propriétaires terriens, ils font un petit peu penser aux maîtres des villas carolingiennes, des villages plutôt
carolingienne, c'est-à-dire ces grands propriétaires fonciers, comme il pouvait y en avoir dans la région parisienne ou en SB chez nous au 8e siècle et 9e siècle de notre ère. Alors, ces grands propriétaires fonciers s'appellent, du côté espagnol, des encomendieros. Ça va, encomendieros. On les appelle ainsi parce que le système d'exploitation qu'ils utilisent s'appelle l'encomienda. Attendez. Encomienderos. Et du côté brésilien, du côté portugais, ils portent un autre nom, mais qui signifie exactement la même chose. Ce sont les fazendeiros. Mais c'est la même chose. Ce sont des grands propriétaires fonciers. Alors l'économie des colonies à cette époque-là, c'est triste à dire, mais pendant au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, même XIXe, mais alors peut-être une grande partie du XXe siècle, c'est une économie de pillage que celle de l'Amérique latine. Ce sont des grands propriétaires, plus tard de grands industriels anglais, américains au XIXe et au XXe siècle, qui vont véritablement piller l'Amérique latine. On pille les terres comme on pille les mines. Et on exploite les gens comme des citrons. On est vraiment dans un système darwinien assez cauchemardesque. On épuise les terres. Alors on va passer maintenant à la période de l'indépendance et au XIXe et XXe siècle. Entre 1808 et 1823, les colonies espagnoles et portugaises se rendent indépendantes de leur métropole. Il est évident que l'origine de ce phénomène est liée à la Révolution française et à l'Empire napoléonien. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que la France, à l'époque du Directoire, va imposer à l'Espagne de former avec elle une coalition contre l'Angleterre, et l'Angleterre va évidemment faire un blocus contre les colonies espagnoles à ce moment-là. Les rois Bourbons à l'époque n'ont pas tellement l'occasion de dire quoi que ce soit parce qu'ils sont dans un rapport de force défavorable face au Directoire français. Ensuite, vous avez Napoléon qui règne à partir de 1804 et Napoléon va imposer la fameuse entrevue de Bayonne au roi d'Espagne Bourbon. Il y aura une querelle de famille entre père et fils. Et Napoléon va résoudre cette querelle de famille en imposant son propre frère Joseph comme roi d'Espagne. Mais il n'en demeure pas moins que l'Espagne, ou plutôt justement, l'Espagne à ce moment-là, doit faire partie du fameux blocus continental contre l'Angleterre. Et donc, l'Espagne va se trouver coupée de ses colonies. Parce que Napoléon ne parviendra pas, ni son frère, à imposer aux colonies hispaniques d'Amérique latine le diktat de Paris. Autrement dit, et paradoxalement, vous allez avoir une petite période où les colonies vont prendre parti pour le roi d'Espagne contre Napoléon. Mais c'est pour une période très courte.
Alors, ce qui va se produire par la suite, c'est ceci. La période de l'indépendance, en fait, est une révolte, une révolution, non pas des petits, non pas des Indiens, certainement pas des esclaves ou certainement pas des métis, contre la couronne espagnole. Au contraire, les métis vont soutenir la couronne espagnole. Donc les petits paysans, les petits artisans vont soutenir la couronne espagnole. Mais ceux qui se révoltent, ce sont les créoles contre les métropolitains. Souvenez-vous, les créoles étaient des Espagnols ou des Portugais, enfin ici je parle des Espagnols, qui étaient considérés comme des sujets de seconde zone. Et donc ce sont les révolutions d'indépendance de l'Amérique latine, sont des révolutions d'Espagnols installés depuis de nombreuses générations, parfois dans les colonies, et qui se révoltent contre les métropolitains. Donc ce sont des révolutions bourgeoises. Ce ne sont pas des révolutions de type ouvrier, certainement pas. Quant à l'Empire portugais, ça va se passer comment? L'Empire colonial portugais, ça va se passer comment? Eh bien là, il y avait eu aussi l'occupation de Lisbonne par un général de Napoléon qui s'appelait Junot. La famille portugaise avait dû émigrer au Brésil, à Rio de Janeiro, et à la suite de quoi il y avait une coupure véritablement entre la royauté et le Portugal lui-même. Mais une fois que Napoléon est fait, le roi du Portugal, il retourne à Lisbonne, bien entendu. Et il a un accord tacite avec son fils qu'il laisse sur place au Brésil pour que celui-ci déclare l'indépendance du Brésil face au Portugal. Parce qu'il se rend compte que c'est plus possible de gérer cet empire, et plutôt que de risquer une révolution comme dans les colonies espagnoles d'Amérique latine, il vaut mieux que le Brésil prenne son indépendance dans un cadre patriotique, ce qui permet évidemment de continuer à avoir des relations par la suite. Et c'est ainsi que le fils du roi du Portugal, enfin de l'infant du Portugal à cette époque-là, devient empereur du Brésil sous le nom de Pedro Ier, Pierre Ier. Il aura un règne qui n'est pas très long, mais son fils aura un règne très long, au moins une quarantaine d'années, c'est Pierre II, Pedro II, jusqu'en 1889. Et c'est ce fameux Pierre II qui, en 88, ou plutôt sa fille qui était régente en son absence pendant qu'il était dans un voyage en Europe, qui va décréter l'émancipation des esclaves. Vous pensez que ça date seulement au Brésil de 1888. Donc il y a seulement 120 ans qu'on a supprimé l'esclavage au Brésil. 120 ans, c'est hier, 120 ans. 120 ans, ça fait 4 générations, 5 générations, disons, 5 générations. Il y avait encore 700 000 noirs esclaves à cette époque-là. Et curieusement, enfin quand je dis curieusement pour un historien, c'est pas curieux, mais on associe souvent l'empire, une monarchie, au conservatisme. Eh bien non, c'est la fille de l'empereur qui, évidemment la membre du gouvernement, qui proclame l'indépendance des esclaves, et c'est ce qui va faire chuter l'empire. Parce que ceux qui vont proclamer la République, ce sont les grands propriétaires fonciers qui ont besoin des esclaves. Et donc ils mettent l'empire par terre, parce qu'ils veulent effectivement garder le pouvoir, un pouvoir conservateur sur les masses. Donc vous voyez que vous pouvez avoir une monarchie progressiste face à des républicains qui sont conservateurs. Donc il faut briser les stéréotypes et ne pas avoir une vision trop carrée des choses, de la situation politique et sociale. Alors maintenant, comment ça s'est fait pour les pays, les autres colonies hispaniques? Le Mexique va se rendre indépendant avec Iturbide.
Alors, en Amérique du Sud, elle-même, qui va se proclamer empereur d'ailleurs, puis vous allez avoir une république, puis de nouveau un empire très court pendant 3 ou 4 ans avec l'archiduc Maximilien d'Autriche, soutenu par l'empereur Napoléon III, qui va finalement être fusillé. Je vous rappelle, ça c'est pour l'anecdote, il était marié avec une fille du roi des Belges Léopold Ier, qui s'appelait Charlotte, qui était impératrice du Mexique, et qui est morte folle à plus de 90 ans. Voilà. Et puis finalement, après 1863 ou 64, la République est rétablie avec le président Benito Juárez, qui est un Indien, qui établit donc la République que nous connaissons jusqu'à l'heure actuelle, qui a été très longtemps dirigée, et c'est peut-être encore le cas maintenant, par le Parti révolutionnaire institutionnel, qui n'a plus rien de révolutionnaire depuis bien longtemps. Le Mexique connaîtra une révolution en 1912, et vous connaissez certainement les noms de ces personnages de films et de bandes dessinées qui sont Emilio Zapata et Pancho Villa, qui se sont battus à l'époque contre le dictateur Porfirio Díaz. Et par la suite, le Mexique et l'Amérique centrale vont connaître des ingérences constantes de la part des États-Unis. Je vous ai déjà dit d'ailleurs tout à l'heure qu'à la suite d'une guerre, le Texas tout d'abord s'est rendu, est devenu un État supplémentaire des États-Unis quand tout le nord du Mexique a constitué, je ne sais pas, 5 ou 6 États, pas plus, mais des grands États américains à partir de 1848. Alors maintenant, pour le reste de l'Amérique du Sud, il va y avoir 2 grands libérateurs. Le premier de ces libérateurs s'appelle Bolivar, B-O-L-I-V-R. Bolivar, qui a donné son nom à la Bolivie, était un homme immensément riche. Il était très très riche. Et il va pouvoir engager des mercenaires et lever des troupes grâce à son immense fortune. Il va même débarquer sur une côte d'Amérique du Sud et commencer à partir de ce moment-là la conquête, la libération de l'Amérique latine hispanique. Son rêve était de constituer un seul pays, comme le Brésil. Autrement dit, que toute l'Amérique du Sud hispanique et centrale forme un seul pays. Imaginez, donc ça aurait été les États-Unis d'Amérique du Sud, comme il y a les États-Unis d'Amérique du Nord. Ce projet n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu des luttes de clans. Parallèlement à Bolivar, à Simon Bolivar, un autre libérateur qui apparaît dans les Andes, c'est San Martín, S-A-N, et Martín, M-A-R-T-I-N. Et lui, on peut dire que c'est un idéaliste, lui. Lui, c'est vraiment un héros romantique, alors que Bolivar était intéressé par le pouvoir, ce qui n'était pas le cas de San Martín. Il a libéré le Sud, autrement dit, le Chili, l'Argentine, alors que Bolivar libérait le Venezuela, la Colombie, le Panama, l'Équateur, etc. Avec lui, il a libéré le Chili, le Pérou. Et donc, voilà. Donc, finalement, les 2 libérateurs vont se rencontrer, ça ne va pas avoir de suite, et San Martín va complètement s'effacer, au point de mourir tout à fait anonymement à Paris, si mes souvenirs sont bons, au milieu du XIXe siècle, inconnu de tous, alors qu'il avait libéré la moitié d'un continent. Lui, c'était, je vous dis, vraiment quelqu'un qui croyait à l'unité du continent sud-américain, en tout cas pour sa partie hispanique. Alors maintenant, l'histoire de l'Amérique latine au XIXe et au XXe siècle sur le plan politique est marquée par une instabilité flagrante. Une instabilité politique très très importante qui est liée à l'existence de 2 groupes qui s'opposent, si vous voulez, d'une part les riches et d'autre part les pauvres. Enfin, quand je dis ils s'opposent à certains moments. Et le ventre mou, c'est-à-dire les classes moyennes,
ont souvent opté pour la situation autoritaire des classes moyennes. Alors, on a trouvé en Amérique du Sud, il va y avoir un nombre incalculable de coups d'État, de révolutions, et ça correspond, dirais-je, à l'imagerie que nous en avons tous. Pensez à l'oreille cassée de Tintin, vous voyez le général Alcazar et le général Tapioca qui n'arrêtent pas de faire une révolution l'un contre l'autre constamment, et ça revient dans Tintin les Picaros. Donc ça correspond à la situation, je dirais, du 19e et du 20e siècle, en grande partie. Et vous avez donc à la tête de ces États d'Amérique du Sud des caudillos. Des caudillos. Alors ces caudillos sont soit les représentants des grands propriétaires fonciers de la grande bourgeoisie des villes, soit des caudillos qui sont souvent démagogues et qui arrivent au pouvoir à la suite d'un rapport de force favorable aux classes populaires. On peut ranger dans ces catégories, même si la situation évidemment a évolué et on ne peut pas superposer tout simplement des situations du XXe siècle sur celles du XIXe siècle, mais je dirais un exemple de caudillo populaire amené par la population à l'heure actuelle, c'est Hugo Chavez. Et des caudillos représentant les grands propriétaires et les grands industriels, c'est le général Pinochet, entre 1970 et 1973. Excusez-moi, après 1973, entre 70 et 73, évidemment, Salvador Allende, qui n'est surtout pas un caudillo, il a été élu démocratiquement, et lui, il ne rentre pas dans les catégories que je viens d'énoncer jusqu'à présent. Voilà. Alors au XXe siècle, vous allez avoir des personnages autoritaires qui vont s'insérer. Par exemple, au Brésil, à partir de 1930, Vargas. Vous allez avoir des dictateurs ou la voie populiste qui va être prise juste après la guerre en Argentine par Perón. Juste après la guerre, et puis il va revenir au début des années 70, et puis c'est sa femme qui va reprendre d'ailleurs le flambeau pendant quelques années. Vous connaissez certainement la chanson Argentina, avec Isabella Perón. Alors, qui était la première femme, celle-là, pas la deuxième, de Perón. Alors, à côté de ces voies-là sur le plan politique, vous avez, non, plutôt dans la même voie, vous avez par exemple en République dominicaine un dictateur sanglant qui s'appelle Trujillo. Vous allez avoir à Haïti, pays francophone, les Duvalier. Vous avez peut-être vu que Jean-Claude Duvalier est revenu récemment à Haïti alors que sa dictature était particulièrement sanglante. C'est le fils de François Duvalier, qui était entouré des tontons Macoutes, qui était une police secrète qui n'arrêtait pas, une police extrêmement dure, des sortes de SS, si vous voulez, fascistes. Être fasciste, d'ailleurs, c'est encore un nom trop propre pour des gens comme ceux-là. Ce sont des pilleurs, des truands, on peut le dire franchement. Et alors à Cuba, vous aurez quelqu'un comme Batista, qui travaillera en fait pour les États-Unis, même s'il avait une époque anti-américaine à un moment donné. Cuba, dans les années 50, va être une île d'amusement pour les Américains. Ils y allaient en week-end pour jouer au casino, ou pour aller dans les bordels. Voilà, c'était ça. Cuba, c'était le lieu de loisirs des Américains qui faisaient le saut depuis la Floride. Et puis alors en 1959, il y avait une première tentative en 1952, Fidel Castro prend le pouvoir, et il y est toujours, si je puis dire, puisque depuis quelques années il s'est mis en retrait, c'est son frère Raúl Castro, enfin vous pensez bien que ça reste en famille, donc ce qui veut dire que depuis maintenant 50 ans, vous avez une dictature qui a été radicalisée par les États-Unis, parce que finalement c'est l'embargo des États-Unis contre Cuba qui est à l'origine de la radicalisation vers le communisme
et qui a fait que les Cubains considèrent que les Américains, quand on dit les élites cubaines, considèrent que, politiques, considèrent que les Américains, c'est le diable, évidemment. Hein? Mais ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que les Américains ont fait l'embargo pour les marchandises, les médicaments, etc. C'est quand même pas très acceptable. Hein? Alors qu'effectivement, on peut dire que dans les années 60, il y a eu une croissance, certainement, au niveau de l'éducation, de la santé, par rapport au niveau extrêmement bas qui existait précédemment. Ça va? Voilà. Alors maintenant, quelques éléments d'histoire économique et sociale pour le 19e et le 20e. Je vous ai dit que l'histoire de l'Amérique latine et du Brésil en particulier avait vu se succéder plusieurs cycles. Le cycle de l'or, première moitié du XVIe siècle, puis le cycle de l'argent du Potosi dans la deuxième moitié du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, puis de 1670 à 1730, le cycle de l'argent des Minas Gerais, et puis, enfin, après 1730, c'est le moment où débute le nouveau cycle de l'or, donc au Mexique cette fois. Voilà. Alors, à ces cycles-là, on peut mettre en parallèle le cycle du sucre. Hein. Le sucre a dominé dans la région du Nord-Est, la région de Recife, puis vous allez avoir le cycle du café qui va dominer au XIXe siècle. Alors, il y a eu un déplacement du XIXe au XXe siècle des centres névralgiques sur le plan économique du Brésil. C'était longtemps d'abord Brasilia, hein, qui était capitale du Brésil jusqu'au XIXe siècle. Puis vous avez eu Rio de Janeiro, qui veut dire la rivière de janvier, parce que quand les Portugais sont arrivés là, je crois même que c'était un Français qui est arrivé là, il a cru que c'était, quand il est arrivé à Rio, il a cru que c'était en fait l'embouchure d'un fleuve. Et donc il a dit c'est la rivière de janvier, puisqu'on était au mois de janvier au moment de la découverte. Et en fait, c'était pas une embouchure, c'était simplement une rade, si vous voulez. Hein. Et puis après ça, vous allez avoir le cycle du café, qui va durer longtemps, hein, jusqu'au XIXe siècle. Hein. Alors, au XXe siècle maintenant, les grands propriétaires fonciers vont même, pour éviter la chute des cours des matières premières, parce que l'Amérique latine a toujours été une réserve de matières premières, hein, l'industrialisation se fait très tardivement, peut-être pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, donc très tardivement, avec plus d'un siècle et demi de retard par rapport à l'Angleterre, par exemple. Hein. Avant, ce sont des pays ruraux, essentiellement. Eh bien, des grands propriétaires fonciers vont donc détruire massivement le café pour maintenir le cours du café, hein, pendant la crise de 1929. Ça paraît un petit peu fou, hein, que les locomotives aient été conduites fonctionnaient grâce au café, non pas grâce au charbon, mais ça s'est passé comme ça. Hein. Il fallait bien en faire quelque chose, ce café. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme pendant la Première, les pays d'Amérique latine profitent de la montée du cours des matières premières, puisque c'est les guerres mondiales pour avoir un minimum de capitalisation qui va leur permettre, pour certains d'entre eux, de s'industrialiser. L'Argentine, qui avait connu une croissance très importante entre 1880 et 1930, eh bien, à partir de 1930, elle va commencer à chuter. Et c'est ce qui explique que, d'une manière générale, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'Amérique latine fait partie des pays du tiers-monde, avec toutefois des poches d'industrialisation, des poches de grande richesse, mais constitue une société à deux vitesses. Une société à deux vitesses. Que vous connaissez bien, et c'est seulement dans les années, je dirais, 80 et surtout 90, donc depuis une bonne vingtaine d'années, que enfin la démocratisation a pu vraiment se faire, et vous avez comme ça un certain nombre maintenant de régimes qui ne sont plus aux bottes des États-Unis et qui s'y opposent même. Je pense à Chavez, n'oubliez pas que le Venezuela est un grand producteur de pétrole. Pensez également à Evo Morales en Bolivie.
pensez également à Rafael Correa en Équateur. Il y a eu également, comment elle s'appelait, son prénom j'ai oublié, mais Bachelet qui, au Chili. Maintenant vous avez Kirchner en Argentine. Vous n'avez plus heureusement Stroessner au Paraguay. Et vous avez eu, jusqu'il y a tout à fait récemment, jusqu'il y a 3 mois maintenant, vous avez eu également Lula au Brésil, qui a été remplacé récemment par, comment ça s'appelle, Dilma Rousseff, hein, qui est d'origine bulgare, enfin, elle ne connaît pas le bulgare. Voilà. Je vais peut-être vous montrer quelques livres maintenant, hein, pour clôturer. Alors, tout d'abord, comme toujours, j'ai été très vite. Hein. Vous savez que le dernier quart d'heure, pour moi, c'est affolant, mais je dois résumer parfois 50 ans ou un siècle en 10 minutes, et ça me tue, hein, de devoir sabrer comme ça, charcuter dans la matière, enfin, je n'ai pas le choix. Alors, sous la direction de Marc Ferraud, le livre noir du colonialisme, 16e, 21e siècle, de l'extermination à la repentance. De Pierre Chaunu, Les Amériques, 16e, 18e siècle, Armand Collin, Uprisme. De Pierre Chaunu, Conquête et exploitation des nouveaux mondes en Nouvelle-Clio aux presses universitaires de France. De Jacques Heers, La découverte de l'Amérique, 1492 en complexe. Du même auteur, La ruée vers l'Amérique, Le mirage et les fièvres, 1492-1530. Toujours complexe. Alors de Pierre Chaunu, une partie de sa thèse, Séville et l'Amérique, 16e, 17e siècle, en Flammarion. De Nathan Wachtel, que j'ai eu l'occasion de citer, la vision des vaincus. Donc c'est la manière dont ceux qui ont été vaincus par les conquistadors dans les Andes, hein, à l'époque des Incas, ont réagi. Alors, du même Nathan Wachtel, le retour des ancêtres, les Indiens Ourous de Bolivie, 20e, 16e siècle, et c'est l'histoire agressive, c'est très intéressant au niveau de l'adaptation des populations locales. Alors, de Georges Baudot, La vie quotidienne dans l'Amérique espagnole de Philippe II, 16e siècle, en Hachette. Alors, de Tullio Alperin Dongui, Histoire contemporaine de l'Amérique latine, en Payot. L'Amérique latine de l'indépendance à nos jours de François Chevalier, Nouvelle-Clio, Presse universitaire de France. De Alain Rouquier, Amérique latine, introduction à l'extrême occident, en Point. De Pierre Vessière, Les révolutions d'Amérique latine, en Point. De Jacques Lafayette, Quetzalcoatl et Guadalupe, La formation de la conscience nationale au Mexique, chez Gallimard. Crise à Cuba, de Claude Delmas, 1961-62, vous savez, c'est l'histoire de la baie des cochons et de l'affaire des missiles, l'opposition Khrouchtchev-Kennedy. Alors, de Régis Debray, qui est un philosophe actuel, mais qui était emprisonné en Bolivie parce qu'il était un compagnon d'armes de Che Guevara, Révolution dans la Révolution, lutte armée, lutte politique en Amérique latine. Vous savez que Che Guevara, le compagnon d'armes de Fidel Castro, a été donc tué par un escadron de l'armée bolivienne en 1967. Alors de Che Guevara, Le socialisme et l'homme, petite collection Maspero, je crois que Che Guevara est devenu pour un certain nombre de jeunes, en tout cas, une référence. Du Régis Debray que j'ai cité tout à l'heure, entretien sur Allende, avec Allende sur la situation de Chili. Donc c'est une discussion entre Régis Debray et le président qui s'est suicidé, certains disent assassiné, donc le 11 septembre 1973. Alors le Chili sous Allende, présenté par Alain Jox, collection Julliard. Alors maintenant on va passer au Brésil, ça c'était plutôt pour l'Amérique latine hispanique. Alors de Claude Lévi-Strauss, qui est un grand anthropologue qui a vécu, qui a enseigné au Brésil, Triste tropique, hein, en 10-18, c'est un grand ouvrage très connu, alors qui raconte ses pérégrinations, ses explorations. Alors de Robert Linhart, Le sucre et la faim, enquête dans les régions sucrières du nord-est brésilien. C'est un maoïste, mais qui a une analyse très pertinente de la situation d'exploitation dans ces régions-là. De Pierre Bourroux, le grand géographe, Terre de Bonne-Espérance, le monde tropical, qui ne concerne pas que l'Amérique latine, mais aussi
d'autres régions tropicales dans le monde. La vie quotidienne au Brésil au temps de Pedro II, 1831-1889, de Frédéric Moreau, en Hachette. Alors, de Gilberto Freire, Maître et esclave, la formation de la société brésilienne chez Gallimard. Histoire du Brésil de Frédéric Moreau. Alors, dans le monde, manière de voir le monde diplomatique, là, le Brésil va. C'est un numéro d'octobre 2010, publié à l'occasion de l'élection présidentielle. Alors, Le Monde hors série, également octobre-novembre 2010, Brésil, un géant s'impose. C'est vrai que la religion des Brésiliens, c'est le football. Hein. Alors, pour le Brésil, un romancier très célèbre, qui est Amadou Teresa Batista, en stock. La plupart des romans de ce grand romancier brésilien concernent le nord-est brésilien, justement. Alors, maintenant, chez les Hispa... Ah, vas-y, peut-être encore vous montrer ça peut-être tout de suite. Alors, dans le domaine de la musique, vous savez que les Brésiliens, c'est un peuple qui vit avec la musique. Alors, on pensait à la samba, mais aussi la bossa nova. Je vous conseille comme CD de Tom Jobim. Alors, il y a Vibes aussi. Alors, vous avez également le grand Vinicius de Moraes. Ça me laissait des grands souvenirs, hein, parce qu'il y a un café qui porte ce nom-là, justement, à côté de la plage de Copacabana. Alors, je m'en souviens quand j'étais à Rio de Janeiro, entendre, quand il fait beau, le soleil, enfin, ou le soir, vous savez, d'entendre de la bossa nova, c'est génial. Alors, pour la musique espagnole, la Soledad Bravo, là, c'est des chants révolutionnaires espagnols, super. Alors, bon, pour ceux qui voudraient voir la différence entre le portugais et le brésilien, je vous conseille évidemment la civile, le brésilien sans peine, vous allez voir que c'est beaucoup plus chantant et plus joli que le portugais. Alors, maintenant, oui, les chants, non, laisse tomber. Alors, du côté de la littérature hispanique, un Mexicain, un Indien, Octavio Paz, très célèbre, Liberté sur parole, c'est un grand poète. Alors, Carlos Fuentes, qui est ambassadeur à Paris, Les années avec Laura Diaz. Alors, tous ces romans, en fait, vous informent, c'est pour ça que je vous les montre, sous la situation politique et sociale en Amérique latine. De Julio Cortázar, Entretien avec Omar Prego, en folio. Alors, d'Alejo Carpentier, qui est un... si mes souvenirs sont bons, Le royaume de ce monde, ça se passe à Haïti, en folio. Le partage des eaux, en folio, très bien aussi. Alors, de Mario Vargas Llosa, alors là, qui a été candidat à la présidence du Pérou, ultralibéral, mais très grand, il vient de recevoir le prix Nobel il y a quelques mois. Hein. La vérité par le mensonge, c'est en fait un recueil d'articles de critique littéraire sur les grands romans du XXe siècle. Du même, La tante Julia et Le Scribouillard, à lire de toute urgence. On l'a fait au bouc, là ça concerne la République dominicaine à l'époque de Trujillo, c'est Trujillo que vous voyez ici. Alors, d'Asturias, Le Pape Vert, alors là c'est un Américain ou un Britannique qui fait main basse sur des plantations de bananes en Amérique centrale. Vous connaissez l'expression République bananière, ça vient de là, ce sont comment dirais-je, des régimes politiques qui sont très liés aux matières premières qu'ils exportent aux États-Unis, qui mettent la main basse évidemment sur ces pays-là, comme le Panama. Du même Asturias, Monsieur le Président, toujours en livre de poche. Alors, de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, ça c'est sans doute un des plus beaux romans qui a été écrit au XXe siècle. Hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui est en train de raconter l'histoire de son village, ils portent tous le même nom, on s'en mêle un petit peu, mais ça c'est un ouvrage génial, magnifique à lire. Alors, l'automne du patriarche, je pensais bien que c'est un président, du même Gabriel Garcia Marquez, qui a reçu le prix Nobel, c'est un Colombien, de Pablo Neruda, encore un autre prix Nobel, que j'ai vécu. En fait, ce sont ses mémoires. Alors, de Borges, le grand écrivain argentin qui était aveugle, un peu comme Homère, et qui était le directeur de la bibliothèque centrale de Buenos Aires, le livre de sable, El libro de arena. Alors, enfin, dans notre argentin d'Ernesto Sabato, Le Tunnel, un des plus grands romans du XXe siècle, en point, et pour
presque pour terminer, d'Édouard Glissant. Alors là, c'est quelqu'un qui a vécu dans les Antilles et qui écrit justement des poèmes sur les Antilles françaises. Et pour finir, un numéro d'histoire de l'art consacré à la sculpture baroque dans l'Espagne et l'Amérique latine, 17e, 18e siècle. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler, bien sûr, faute de temps, de la religion et de l'art en Amérique latine. J'ai dit.